Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. Qui aurait cru, il y a quelques mois seulement, que le jour viendrait où le DRS puisse un jour être détricoté de la façon que nous observons aujourd'hui? Qui aurait cru qu'un jour viendrait où ces généraux seraient renvoyés à leur foyer de façon aussi massive, comme s'ils étaient l'objet d'une simple compression du personnel dans une banale entreprise industrielle? Qui aurait cru qu'un jour viendrait où les différentes directions du DRS, rouages centraux de tout le système, de la plus petite caserne, de la plus petite daïra, jusqu'aux régions militaires, jusqu'au ministère, jusqu'au chef du gouvernement, jusqu'au cabinet du président, des directions essaimées en centaines d'yeux et d'oreilles, greffées sur tous les centres de décision, qui les actionnent et les régulent, qui les contrôlent et les contraignent pour tout faire remonter à ceux qui avaient la haute main sur toute la vie publique, et même droit de vie et de mort sur l'ensemble de la population, du simple quidam au président de la République, dont on a vu l'assassinat en direct à la télévision. Qui aurait cru que de telles machines pouvaient être du jour au lendemain restructurées, vidées de toutes leurs prérogatives, expurgées de leurs hauts commandants avant que toute leur mission ne soit dévolue à de nouvelles structures qui relèvent de toute autre autorité? Qui aurait cru que par on ne sait quelle magie, du fait d'on ne sait quel deal, ni quelle pression, le plus haut baron du DRS, celui dont on dit qu'il se qualifiait lui-même de Arab Zahir, astaghfirullah, puisse lui-même prêter son concours pour le démantèlement de cette grosse machine sur laquelle il avait la haute main et qui lui avait permis des décennies durant de diriger le pays comme on gère sa propre entreprise familiale, perpétrer des carnages en toute impunité, être au cœur et à la tête du cénacle qui distribue la rente, qui nommait et dégommait tous les hauts responsables de l'État, du plus petit sous-préfet jusqu'au chef de l'État lui-même, qui décidait du taux de participation aux élections et de celui qui porte les uns et les autres aux fonctions où ils ont été élus, qui décidait quelles lois doivent être votées et lesquelles devaient être rangées au placard, qui avait la haute main sur la presse, y compris des journalistes occidentaux, qui leur dictait ce qu'ils devaient écrire et sur qui ils doivent tomber, qui acceptait ou refusait les grandes et petites réformes qu'on lui soumettait ou qui les refusait, qui décidait qui doit être dénoncé pour corruption et qui doit avoir accès à plus de corruption. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'un tel homme, qui a pu s'engouffrer dans le sein du pouvoir, et s'y imposer de façon aussi intégrale, aussi englobante, puisse un jour être contesté, ses griffes et ses dents arrachées les unes après les autres? Comment et par quels moyens a-t-il été contraint d'apporter sa propre contribution à sa propre démolition, à la neutralisation méthodique et systématique de tous ses fidèles, les uns après les autres, sans qu'ils puissent émettre le plus petit soupir? Qui aurait cru que le tout-puissant DRS puisse être démantelé avec une facilité aussi déconcertante? Qui aurait cru que ces généraux parmi les plus puissants, dont certains s'étaient distingués dans d'effroyables crimes contre l'humanité et qui pensaient avoir gagné pour toujours une sorte de sauf-conduit inviolable, puissent être aujourd'hui évacués de la façon avec laquelle ils ont été évacués? Et qui aurait cru que l'un des leurs, parmi les plus importants, qu'une certaine presse qualifie sur ses manchettes de monsieur antiterrorisme, le fameux général-major Hassan, puisse être jeté en prison comme un vulgaire malfrat? Des événements qui laissent songeurs et qui se précipitent à une allure qui fait craindre un tournant que personne n'avait prévu. Mais, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, que reproche-t-on au général Hassan? En l'occurrence, et de façon officielle, on n'en sait encore rien, parce que nous ne sommes pas dans un état de droit, tout simplement, et que la presse est encore en gestation. Mais les rumeurs bruissent, et elles ne sont pas toutes aussi invraisemblables qu'elles peuvent paraître. On dit
que l'arrestation de ce général cache des faits tellement graves que le régime ne sait même pas comment les appréhender, comment les présenter. Parce que cela pourrait provoquer une clameur immense et peut-être même une explosion populaire. Cette détention de ce général très proche, trop proche de Tawfiq, serait liée à l'assassinat récent des 2 jeunes en Kabylie, qui ne serait pas une bavure, mais un coup tordu destiné à mettre le feu aux poudres en Kabylie. On apprend aussi que l'affaire Tigentourine était elle aussi un complot dont les moindres détails étaient connus avant même que l'attaque ne se produise. On dit aussi qu'un arsenal important aurait été découvert qui aurait pu servir à un coup de force. On dit des choses et d'autres sans que rien ni personne ne vienne les confirmer ou les infirmer. Ce qui est certain par contre est que ce régime, qui a toujours su régler ses comptes en sourdine, donne des signes d'une profonde mutation. Il est en train de changer dans sa nature même, dans sa composante et dans sa vision. Aujourd'hui, TSA, affaire du général Hassan, contribution d'un ancien juge d'instruction militaire, par Adlan Zinaï. Jeune Afrique, Algérie, l'arrestation du général Hassan, un coup dur pour les services de renseignement, par Selsabil Chellel. TSA, l'avocat du général Hassan hausse le ton et menace, par Hajer Gnenfa. avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique, Sami Zeri, documentaliste à Paris, Mohamed Khalfaoui, officier supérieur à la retraite, Brahim Younsi, président de l'UDM, Adlan Zinaï, avocat, ancien juge d'instruction militaire. C'est par lui que nous allons commencer. Maître Adlan Zinaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Deschenaux. Alors, vous êtes avocat et vous avez été juge d'instruction militaire. Vous venez de commettre, si je puis dire, un article sur TSA où vous dites, contrairement à ce qu'affirme l'avocat du général Hassan, que la procédure a été respectée, qu'elle n'a pas été violée, contrairement à ce que prétend justement Maître Sellini, l'avocat du général Hassan. Oui, effectivement, avant le journal TSA, j'ai fait une communication site Sabq Press sur le même sujet d'ailleurs. Donc, ça fait maintenant plus d'une semaine, une dizaine de jours, que je n'ai pas voulu me mêler de cette polémique, ni de près ni de loin. Mais comme vous venez de le dire, une certaine presse est montée en crescendo avec l'appui, je vais la nommer, de Mme Louisa Hennoun, pour dire, grosso modo, le général Mohamed Qader Aïtorabi, connu sur le nom de Hassan, ne peut pas être poursuivi en justice. Est-ce qu'en Algérie, il y a des citoyens qu'on peut traîner devant les tribunaux, civils et militaires? Il y a une catégorie de citoyens, quels que soient les griefs qu'on peut leur reprocher, ne seront jamais justiciables. Là, c'est la question. Mais moi, oui, je vous en prie, poursuivez, je vous en prie. En toute honnêteté, M. Benchendo, que les choses soient claires. J'étais juge d'instruction militaire, aujourd'hui je suis avocat. Le grand sentiment d'un avocat, M. Benchendo, c'est de voir un innocent quitter sa prison. Et si M. Aïtorabi est effectivement innocent, comme le disent Louisa Hennoun et son avocat, je vais aussi la nommer, Mme Klemsani du quotidien Al-Watan et ses collègues, je lui souhaite de quitter sa prison et sa geôle cette nuit avant le lendemain. Ça, que les choses soient claires. Mais Adlan Zinaï, excusez-moi de vous interrompre. Moi, j'aimerais comprendre une chose et les téléspectateurs aussi. Ce monsieur, général-major, est à la retraite. Il n'est plus militaire.
On lui reproche ce qu'on veut lui reprocher, mais pourquoi le transférer devant des juridictions militaires? Pourquoi ne pas le faire juger par la justice civile, la justice de tout le monde? C'est par rapport au temps des faits commis, ou allégués d'être commis. Donc, les faits remontent à l'époque précédant sa retraite. Donc, quand il a commis les faits pour lesquels il est poursuivi, il était sous les drapeaux. Il n'a pas été radié. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien puisque les faits n'ont pas été rendus publics. Mais bien sûr, si avant l'enquête préliminaire ou même l'information judiciaire, vous m'aurez posé la question, même si j'aurais eu des bribes d'informations, je vous aurais communiqué des bribes. Maintenant, il faut respecter la loi. On dit qu'on veut l'état de droit. La loi est claire, M. Bechenot. Une fois qu'une information judiciaire est ouverte, ça tombe sous le coup du secret de l'instruction. Oui. Donc, on ne peut pas, comme la défense de l'intéressé, communiquer dans le quotidien Al-Watan les plus fins détails de l'opération. Même l'itinéraire de la route du Sahara a été communiqué dans une légèreté de bonne loi. Une affaire d'une gravité telle qu'il est en prison. Donc, je ne sais pas. Mais maître, est-ce que communiquer les chefs d'inculpation serait violer le secret de l'instruction? Non. Et pourquoi ils n'ont pas communiqué les chefs d'inculpation sans faire de révélation sur l'instruction elle-même, sur le dossier? Là, on est sur la même longueur d'onde, bien sûr. Le parquet militaire ou le ministère de la Défense nationale, normalement, il aurait fait, par la voix de son porte-parole ou par toute autre voie, n'a pas le droit de communiquer la chronique, faire savoir aux Algériens que M. Aïtouabi est poursuivi pour tel et tel chef d'inculpation et il est incarcéré à la prison militaire de Blida, point à la ligne. Très bien, restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Je reçois à présent Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur à la retraite. Mohamed Khelfaoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Khelfaoui. Est-ce que vous m'entendez, Mohamed Khelfaoui? Mohamed Khelfaoui. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Bechenot. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes au courant des rumeurs qui circulent sur cette arrestation? Est-ce que vous avez une idée de ce qui est reproché au général Hassan? Si vous me permettez, avant de revenir à l'idée, à votre question, oui. Je souhaitais quand même, parce que j'ai suivi votre introduction du problème, oui. Et vous avez été un peu trop dur, et voire même un peu excessif, je veux dire, lorsque vous tenez un langage à l'endroit de l'institution ou du service du DRS, et vous dites qu'il dispose du droit de vie et de mort. Je crois que là, il y a trop d'excès. Le droit de vie et de mort, c'est chez le bon Dieu. Et ensuite, sur terre, face aux hommes, il y a la justice. Le DRS a toujours travaillé en harmonie avec les lois de son pays, c'est-à-dire du pays de l'Algérie. Vous dites aussi que le DRS a participé lui-même au démantèlement, c'est-à-dire que le général a lui-même. Et ça vous montre votre contradiction, l'esprit républicain de cet officier. C'est-à-dire, lorsqu'on a décidé de passer à autre chose, à une autre vision, à une ouverture peut-être, donc il faut que le DRS lui-même se mette en harmonie et il faut qu'il change. Nous sommes tous d'accord pour qu'il change si l'esprit est là, que l'Algérie avance, que le peuple retrouve plus de liberté, que les partis politiques s'expriment et que disons, la démocratie s'instaure. Nous serons tous contents et nous applaudirons tous. S'il vous plaît, M. Bechenot,
là, il y a une évidence qui m'est apparue, c'est que vous avez déjà une position et vous avez des a priori. Moi, excusez-moi, Mohamed Khelfaoui, je vais répondre et après je vous laisserai poursuivre. Moi, je n'ai jamais caché mes positions. Moi, je ne suis pas un journaliste objectif. Je suis un journaliste d'opinion. J'exprime ce que je pense ouvertement. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes éditoriaux introductifs. Personnellement, je persiste à dire que les gens avaient droit de vie et de mort, qu'ils ont enlevé 20 000 personnes dont on ne sait toujours rien. Je persiste à dire que le DRS a mis en branle une politique de terrorisme pédagogique qu'il a créé des groupes islamistes armés qui étaient à sa dévotion, qu'il lançait contre les populations civiles pour en faire des carnages. Il a fait assassiner, y compris des étrangers. Il avait assassiné des journalistes. Il avait assassiné des personnalités très aimées des Algériens pour retourner les Algériens contre les islamistes. Je le dis, je ne l'ai jamais caché. J'ai écrit des centaines d'articles où j'ai assumé ce que je dis et je continue à ce jour de faire des émissions où je le dis. Je ne m'en cache pas, monsieur. C'est votre droit de dire. Absolument, et c'est votre droit de défendre le DRS. Absolument. Voilà. Mais il serait bien de dire les choses au moins probables. Pas vraies, mais au moins probables. Non, non, pas seulement probables, avérées et prouvées, monsieur. Non. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez, je vous mets au défi de faire une émission sur ça. Je vous mets au défi de répondre. On fera une émission sur ça et on invitera des gens. Je relève le défi. Très bien. Alors, très bien. C'est noté. Nous ferons une émission sur ça. Mais maintenant, répondez-moi sur cette histoire de général Hassan. Est-ce que... Oui. Je vous en prie. Sur le général Hassan, comme le disait tout à l'heure monsieur l'avocat, il y a évidemment ce que nous avons appris ou ce que la presse dit. Il y a des accusations, selon la presse évidemment, des accusations très graves, et on s'étonne lorsque je lis que le général Hassan a armé des groupes terroristes ou des gens qui sont venus du Sud et qui ont été arrêtés au niveau de Ouargla. Franchement, s'il a besoin de ça, il les aurait armés à Alger. Pourquoi il les armerait là? Ensuite, cette insinuation, cette terrible insinuation, on n'a pas fini encore avec les accusations, parce que création de groupes terroristes, vous l'avez dit vous-même, ça peut aller loin, parce que cette constitution de groupe terroriste, on a déjà entendu parler avant, et vous venez de me le dire, constitution de groupe terroriste envoyée contre les populations. Vous pouvez me dire pourquoi Abdelrazak El-Para est toujours chez le DRS et qui refuse de le remettre à la justice? Abdelrazak El-Para, pourquoi il est toujours au niveau de la justice, alors qu'il du DRS, alors qu'il est recherché par la justice? Pourquoi Hassan Hattab, le DRS refuse de le remettre? Pourquoi certains émirs sont protégés et n'ont pas accès à la presse? Écoutez, Abdelrazak El-Para, pourquoi n'a-t-il pas été remis à la justice? Écoutez, monsieur, Abdelrazak El-Para ou autre, il y a des procédures où il y a des priorités, il y a une manière de gérer la chose, et cette manière-là, le haut commandement, aussi bien le président de la République que les autres, sont en accord. Parce que il faut peut-être qu'ils verront ça, les choses graduellement avancées. N'oubliez pas que le président de la République a lancé cette réconciliation nationale, etc. Peut-être que c'est dans ce cadre. Je dis peut-être. Je ne suis pas dans le secret des dieux, monsieur Béchenef, mais je vous dis que le travail n'a jamais quitté, je le dis en ce qui me concerne, je le dis ce que j'ai vu de mes yeux, n'a jamais quitté les procédures correctes de la République. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Avant de recevoir Brahim Younsi, j'aimerais juste préciser une chose, puisque j'ai été interpellé par monsieur Mohamed Khelfaoui, pour lequel j'ai le plus grand respect. J'assume tout ce que je dis. Je tiens juste à préciser, au cas où on m'accuserait d'être l'agent de Saïd Bouteflika et de Gaïd Saleh contre Tawfiq, que pour moi, les uns et les autres se valent et qu'ils devraient tous finir devant de vrais juges pour être jugés pour ce qu'ils ont fait
au peuple algérien. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter à ce débat qui commence bien. Ouais. Je vous salue. Merci. Et je salue vos invités et nos téléspectateurs. Brahim Younsi, je vous remercie. Nous avons besoin de votre lecture des événements pour essayer de nous expliquer ce qui se passe derrière toute cette agitation, ce grand déballage, ces histoires qui ne ressemblent pas à ce régime qui a l'habitude de régler ses affaires entre lui, comme toute mafia qui se respecte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Oui, c'est très difficile, c'est très opaque. Vous savez, je suis d'abord très ahuri du discours que je viens d'entendre, comme si nous ne vivions pas dans le même pays, comme si nous ne connaissions pas les pratiques du DRS. Nous connaissons ces pratiques, nous savons que pas mal de choses pour ne pas aller plus loin, pour répondre à votre question. Pour démêler tout ça, c'est extrêmement difficile en effet, parce que, vous l'avez dit, c'est une organisation mafieuse. L'État est un État mafieux qui cache tout et qui, tout d'un coup, voilà, des affaires sortent. Mais ces affaires-là interviennent aussi dans un contexte politique, dans un contexte économique, social. Étant donné également l'état de santé du président de la République. Président de la République, et cela est important de le dire dans le contexte de cette affaire, qui touche ce dont nous parlons, qui touche ce général, qui est aussi ministre de la Défense nationale. Il ne peut donc pas, ne pas y avoir d'implication politique à l'affaire de ce général. C'est la raison pour laquelle les choses sont relativement opaque, vous l'avez dit, parce que nous ne sommes pas d'abord dans un état de droit, où les chefs d'inculpation ne sont pas donnés. On cache tout. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous avez vous-même énuméré un certain nombre d'accusations de chefs d'inculpation possibles, etc. Nous ne savons pas de quoi il s'agit nous-mêmes. Nous n'avons pas accès au dossier. En tout cas, de mon point de vue, étant donné les informations que je reçois, nous le verrons dans les prochaines semaines, sinon les prochains jours. Cette affaire aura, à mon point douté, des retombées politiques. Mais vous pensez qu'ils vont faire des révélations? Par exemple, Brahim Younsi, cette histoire, cette rumeur qui circule très fortement dans certains milieux, qui parle de la bavure qui a eu lieu dans la région de Tizi Ouzou, où 2 jeunes ont été assassinés par un groupe inconnu. On dit que ce sont des éléments qui ont voulu tuer ces jeunes pour faire flamber la Kabylie. Ils ont dit, bon, cette région, elle est très sensible, c'est la région où les gens généralement s'insurgent. Si c'est vrai, vous pensez qu'ils vont dire, oui, c'est vrai, on l'accuse d'avoir fait ça? C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ceci étant, depuis le milieu des années 90, je dis, et je le réaffirme aujourd'hui, qu'en effet, il est fort possible qu'il puisse s'agir de cela. Qu'il y a des partis, avec eux, qui, au niveau du pouvoir, évidemment, qui veulent flamber la Kabylie. Et ce projet date du milieu des années 90. C'est en Kabylie que l'affaire algérienne se compliquera ou se dénouera. L'assassinat de ces jeunes n'est pas fortuite, n'arrive pas à n'importe quel moment. On ne cible pas une région quelconque. C'est en Kabylie que se dénouera ou se compliquera, hélas, l'affaire algérienne. Ceci est pour moi évident. Pour revenir au dossier lui-même, au sujet lui-même, en tout cas, nous le savons, et nous le savons tous, les Algériens le savent tous. On ne peut pas nous faire du cinéma, comme l'a fait, je suis désolé de le dire, dernièrement, Mouloud Hamrouche, en dépit de ce qu'affirme Mouloud Hamrouche, pour dire... Merci d'évoquer ce point très important. Je vous en prie. Ce que nous dit Mouloud Hamrouche, et d'autres encore, le général Mjahad l'a dit il y a quelques semaines.
qu'au sommet de l'État, il n'y a aucune lutte, il n'y a aucun problème. Oui. Alors qu'il y a une lutte ouverte. Et parce que le Rachi ne doit pas être au courant. Nous, on est en train de nous chamailler entre nous. Le Rachi, ça se passe bien. Ne vous mêlez pas de ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Une lutte à la Kalachnikov. Ouais. Au sommet de l'État, et nous le voyons. Je ne dis pas que ce général paye pour rien. Je n'en sais rien, je ne connais pas ce dossier. D'abord, il a été à la tête de la coordination de l'antiterrorisme, et on sait ce qui s'est passé dans cette coordination, les meurtres et les assassinats sommaires que cette organisation terroriste a commis, nous le savons. Chacun, dans cette affaire, il y a essentiellement, disons, les têtes de chapitre, deux principaux protagonistes qui se mènent une lutte sans merci. Et vous les avez devinés. Et donc, un de ces deux protagonistes se voit déjà, ou se devrait bien, succéder à Abdelaziz Bouteflika. Et ils sont prêts à aller aussi loin que possible pour imposer leur solution ou leur choix pour la succession de l'actuel chef de l'État, je n'ai pas besoin de dire très malade. Voilà l'enjeu politique, c'est la succession du chef de l'État. Chacun veut imposer un candidat. Et l'armée, c'est elle qui a ramené Bouteflika. Donc c'est elle qui doit choisir un successeur. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les services, le DRS a imposé Bouteflika à la présidence de la République. L'arrestation du général Abdelkader Haït Warabi Hassan est déjà politisée. Et le silence, Brahim Younsi, silence abyssal du président de la République, dont François Hollande nous a dit qu'il est d'une grande alacrité, qu'il a discuté avec lui pendant 2 heures sur les sujets les plus complexes. Absolument. Il y a un silence assourdissant, à la fois du président de la République, du Front de Libération Nationale de M. Saadani, qui a été le premier à ouvrir le feu. Il y a un silence assourdissant. Mais il y a aussi un silence. Restez avec nous, Brahim Younsi. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Nous avons Sami Dziri avec nous, documentaliste à Paris. Merci, Sami, de nous rejoindre. Nous vous avions perdu. Nous vous retrouvons. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamaldine. Je salue vos invités. Merci. Effectivement, j'ai suivi les interventions de vos invités. On a oublié juste pour dire qu'il s'agit d'une affaire judiciaire, et plus précisément relevant de la justice militaire. Oui. Je constate aussi la réaction de la presse algérienne qui s'est empressée d'entraver le travail de la justice et demander à innocenter les prévenus. Et j'ai remarqué la même chose ici, la presse hexagonale. Courrier International, Monde Afrique, qui a fait de Général Hassan, qui a brillé plus pour ses interventions auprès des institutions algériennes pour les entreprises françaises que pour les Algériens eux-mêmes, alors qu'ils y sont. Comment expliquez-nous, Samedi, je n'ai pas très bien compris. Général Hassan aurait plaidé. Avant la visite de la Mamra, il dit que bon, le général Hassan a œuvré beaucoup pour les entreprises françaises en Algérie. Il a intervenu auprès de la société Siepital dans la restauration. Il a débloqué le dossier de Lafarge en Algérie. Pendant qu'il était en activité ou alors qu'il était à la retraite? En activité. Ils ont glissé un petit mot qui dorsait pour qu'il intercède auprès de la Mamra qui était en visite avant-hier à Paris. Ça veut dire le monsieur nous a rendu service, faut pas le mettre en prison, il nous a aidés. Bien sûr, comme si la justice algérienne... Qui a dit ça, Sami Dziri? Quel est le journal qui a révélé ça? C'est Monde Afrique, et puis un article aussi dans le Courrier International. Courrier International. Qui est quasi innocente, le général Hassan. Très bien. La justice algérienne faire son travail, tout simplement. Très bien. Donc, situons l'affaire d'abord dans son contexte que j'ai vu, son contexte chronologique. Février 2014, arrestation à Sidi Froud de Manu Militari, du général Hassan, dans une résidence d'État. L'usage de la force a été imposé compte tenu de la résistance des prévenus. Une fois déféré devant un juge, il a fallu, grâce à un haut gradé,
qui a demandé à le mettre, d'abord, c'est une faveur, le mettre en contrôle judiciaire, pour ne pas ouvrir le dossier du fameux Kitchuki. On ne veut pas une inculpation, alors que le procureur a requis un mandat dépôt. Quel est le point nodal de cette affaire? Moi, je ne vois pas d'autre que l'affaire Tiginturi. Pourquoi? Parce que ce haut gradé, en charge de la lutte antiterroriste, fait face à une très lourde charge, dans celle de constitution du bon d'armée, de fausses déclarations sur le stock d'armes en sa possession, détention et rétention d'armes de guerre, rétention d'informations et mensonges, à la suite d'interrogations de 3 terroristes capturés à Tiginturi. Il y a cela. Deuxième affaire. Ça veut dire les 3 terroristes, c'est eux qui ont révélé que le général Hassan était dans l'affaire? Attendez, j'allais venir tout doucement. Oui. Il y a aussi l'arrestation des individus à Ouargla qui ont indiqué, ils étaient avec hyper armés, des stocks d'armes et tout, ils ont indiqué qu'ils agissaient sous l'autorité du général Hassan. De telles charges sont passibles à la peine de mort. On regarde la disposition de l'article 86. Et donc, le général Hassan, de ce côté-là, doit répondre devant la justice. Laissons la justice travailler. Donc, la mise de général Hassan sous contrôle judiciaire, à savoir l'interdiction de prendre contact avec ses collègues, ses subordonnés, et de ne pas se déplacer. Alors, le général Hassan disposait d'un laissez-passer délivré par qui, je ne sais pas, sinon son supérieur hiérarchique. Donc, il doit répondre aux questions, notamment celles relatives à l'affaire Tiginturi, qui est l'affaire principale. On peut peut-être attendre que la Norvège, la Grande-Bretagne, le Japon nous attaquent comme une affaire de localité. Non mais Sami Djeri, pour qu'on comprenne un peu, si la principale affaire qui lui est reprochée, celle de Tiginturi, pourquoi avoir attendu tant de temps pour la sortir du tiroir? Bien sûr, c'est une affaire parce que la Grande-Bretagne, la Norvège, le Japon ont fait leur affaire, leurs services de sécurité respectifs ont enquêté. Et on ne doit pas attendre qu'est-ce qui nous attaque pour nous imposer un embargo, pour nous imposer des choses graves. Donc cette affaire doit rester indûment algéro-algérien. Ça, c'est très important. Ce que Mme Kemsani ne veut pas. Elle veut nous imposer peut-être un embargo. Il y a des prévenus, des éléments armés, lourdement armés, arrêtés à Ouargla, eux aussi ont parlé. Et ils ont évidemment évoqué le nom du général Hassan. Maintenant, l'interrogatoire des terroristes, en plus qui est édifiant, ils ont confirmé qu'ils avaient avisé les services du général Hassan avec une très grande précision, des détails sur l'attaque, le plan et les assaillants d'assaillants. Alors ça, c'est une rétention d'informations comme c'est mentionné, c'est très très grave. On a laissé en jachère, on a laissé sans protection un site qui est quasiment le poumon économique du pays. Et donc, maintenant, ce qui est très important de savoir quel est le mobile. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi il y a une rétention d'informations? Sami Djeri, je vais revenir vers vous dans une minute. Il vous reste 5 minutes où j'essaye de répartir le temps de façon équitable. Je vous reviens vers vous. Il vous reste environ 5 minutes pour nous expliquer. Personnellement, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, si c'est que l'affaire Tiginturi, pourquoi avoir attendu tant de temps? Même les étrangers qui font pression, ils auraient pu faire pression avant. Pourquoi maintenant? Donc, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans cette démonstration. Mais je reviens à vous dans un instant. Je reviens à Adlan Zinei. Vous avez entendu les discussions des uns et des autres, les affirmations des uns et des autres? Oui, j'ai entendu, quoique les dernières minutes, je vous entends très faiblement par téléphone. D'accord. Mais en substance, j'ai entendu... Donc il y a des accusations très graves qui ne sont étayées par rien, je le précise. Ça reste au niveau de la rumeur, de l'information qui circule comme ça, sans que rien ne l'était. Comment pensez-vous que cette affaire va évoluer? Est-ce que ce régime, si la gravité des accusations s'avère, est-ce que ce régime va réellement dire au peuple algérien ce qu'il en est? Écoutez, M. Descheneux, maintenant qu'une information judiciaire est ouverte, elle doit se terminer ou bien par une ordonnance rendue par le juge d'instruction militaire ou par un jugement, une audience. Et là, fatalement, on va savoir.
le dossier du général Hassan. L'opinion publique devrait savoir qu'on ne peut pas clore maintenant l'affaire comme ça. C'est pas comme dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Maintenant, ce qui est sûr, c'est les faits, les charges sont lourdes. Les accusations sont lourdes. Sinon, il n'y aurait pas eu mise sous mandat de dépôt. Autre chose, j'aimerais bien revenir sur la légalité de la procédure. Car on a vécu une levée de bouclier, et je l'ai dit, une levée de bouclier de la part d'une certaine presse et de certains politiques pour dire que c'est illégal et ça et ça et ça. Et la réalité est tout autre. On a commencé, vous m'entendez là, monsieur le chef? Oui, oui, j'en vous entends très bien, je vous en prie, poursuivez. On a avancé qu'il n'y a pas d'ordre de poursuite du ministre de la Défense nationale dans le dossier et que le tribunal militaire de Blida a fait ça de son propre chef. Mais Adlan Zinaï, pardon de vous interrompre, excusez-moi. Oui. Le juge d'instruction, même de la justice civile, n'est indépendant que très théoriquement. C'est qu'il reçoit des instructions du pouvoir politique. Alors, qu'en est-il du juge d'instruction militaire, qui est un militaire, qui a une hiérarchie, un commandement? Vous pensez qu'il va pouvoir décider tout seul de ce qu'il doit donner comme suite à l'affaire? Vous avez été juge d'instruction vous-même, je le rappelle. J'étais juge d'instruction militaire et pendant une période très difficile que la période actuelle. Légalement, sur le point de vue de la loi, il a les mêmes prérogatives que le juge d'instruction civile et la même indépendance. Mais, dans les faits, c'est un militaire, il a sa hiérarchie et il a surtout, du point de vue du code de justice militaire, le détenteur des poursuites en matière militaire, c'est monsieur le ministre de la Défense. Donc, le procureur militaire de la République et le juge d'instruction militaire, on réfère toujours à monsieur le ministre de la Défense. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que le ministre de la Défense peut donner une orientation à l'affaire? Est-ce qu'il peut ordonner qu'on la classe, par exemple? Il peut faire ça légalement, monsieur Bouchenov. Oui. À travers le procureur militaire de la République. C'est son représentant. D'accord. Il donne son avis, la marche à suivre, et le procureur militaire donne ses réquisitions au juge d'instruction militaire. Il demande, il requiert la mise sous mandat de dépôt, la liberté provisoire, éteindre les poursuites. Merci. Pour revenir à la légalité. Oui, je vous en prie. Moi, je pas consulter le dossier. Je pense des éléments avancés par Mme Lisa Hamir, Mme Salima Tlemsani et la défense de l'intéressé. Comment peuvent-ils s'assurer qu'il n'y a pas un ordre de poursuite? Il n'a pas consulté le dossier. Personne n'a consulté le dossier à ce jour. Et même s'il n'y a pas un ordre de poursuite écrit, l'article 68 du Code de justice militaire donne le pouvoir au procureur militaire de la République de la mise en mouvement de l'action publique en matière militaire. Il n'a pas besoin d'un ordre de poursuite écrit pour chaque infraction commise là où l'Arabe Char ou à Tindouf ou à Constantine. Ils ont estimé que le tribunal militaire de Blida est territorialement incompétent, vu que l'inculpé Merci. a un grade. Merci. Je suis obligé de vous interrompre. Adlan Zinaï, merci pour toutes ces informations, ces éclairages. Merci infiniment. J'essaie de répartir le temps de parole de façon équitable. Mohamed Khelfaoui, c'est à vous. Donc, je vous dirai après combien il vous reste de temps pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous voulez exprimer. Vous avez environ 4 minutes, me dit-on. Je vous en prie. Je vais répondre là où vous m'avez arrêté, c'est-à-dire les accusations contre monsieur le général Hassan. Oui, je vous en prie. Donc, pour constitution de bande armée, de fausses déclarations concernant le stock d'armes en sa possession. Écoutez, fausses déclarations concernant à qui il fait ce genre de déclaration? Qui est responsable de ça? C'est bien son chef. C'est bien monsieur le DRS. La détention et la rétention d'armes de guerre, la rétention d'informations et mensonges, c'est en direction de son chef.
avec qui le général, le chef du DRS a discuté de tout ça. Tout à l'heure, donc moi je trouve ça c'est farfelu. C'est tout à fait farfelu. Il faut faire attention. Moi je le dis, je le crie à travers vos ondes. Nous assistons à une réelle bluite. La bluite, rappelez Amir Rahimahullah, etc. Nous assistons à une vraie bluite. Écoutez, je rappelle nos téléspectateurs qu'il existe un ministre de la Défense qui, en la personne de M. le Président de la République, un vice-ministre en la personne de M. le chef d'état-major et un DRS qui vient après. Donc, si vous l'accusez de la sorte, on commencera par accuser M. le ministre de la Défense. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on est loin. Non, oui, mais c'est pas ce qui se passe. Ouais. C'est pas ce qui se passe. Ouais. C'est pas ce qui se dit. Écoutez, vous dites l'affaire Bleuit, or en l'occurrence, vous êtes bien en train de vous exprimer, d'exprimer vos idées, personne ne vous arrête, vous êtes libre de défendre le général Hassan, il n'y a aucun souci. Franchement, on arrête 3 personnes qui viennent nous déclarer que monsieur nous a armés, nous a envoyés vers ce sujet. Ça, c'est réellement la Bleuit. Ça rappelle exactement l'histoire de cette dame qui est venue dans le maquis du Jura et a commencé à lancer des informations qui ont fait ce qu'ils ont fait. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que ce général, malheureusement, son arrestation correspond exactement avec la réception en non-lieu de M. Madani Mazraoui. Alors, éliminer le général Hassan comme un je sais comment, j'ai du respect pour le grade et la fonction de ces gens-là, s'il vous plaît, que l'on dise clairement où on se dirige, où on veut aller, sans trop pousser sur les gens qui se sont sacrifiés au travail pour sauver le pays. Maintenant, si vous revenez un peu en arrière, vous voyez que les gens qui ont été touchés, c'était les têtes du DRS. Peut-être qu'il y a des reproches au niveau de la surprise, surtout la surprise de Tigran Touring, par exemple. Peut-être. Mais de là à dire qu'il y a trahison, là, ce serait vraiment, vraiment regrettable. Dire que c'est regrettable, c'est même de l'inadmissible. Merci, je suis obligé de vous interrompre. Votre temps de parole est fini. Mais nous vous recevrons avec plaisir quand vous le souhaiterez, si nous revenons sur cette affaire. Brahim Younsi, il vous reste environ 2 minutes, si vous voulez vous exprimer ce qui vient d'être dit. Je suis d'abord très surpris, moi, de ce que j'entends, parce qu'on nous présente la justice comme une justice qui applique les lois, qui n'est pas sous tutelle, qui n'est pas aux ordres, à la fois la justice militaire et la justice civile, etc., qu'il y a un code pénal, un code de procédure pénale, etc., etc. Mais tout cela, c'est du pipeau, et vous le savez, monsieur Benjenouf. Oui, je le sais, en effet. Je le sais, je confirme. Tout cela, c'est du pipeau. Tout le monde est aux ordres. Tout le monde est aux ordres. On vient de parler du ministre de la Défense, mais on oublie. Est-ce que c'est le ministre de la Défense qui a donné l'ordre de poursuite? C'est ce que dit le Code de justice militaire. C'est le ministre de la Défense qui donne l'ordre de poursuite. Par le biais du procureur, ce que nous a dit, je crois... Oui, c'est lui qui ordonne les poursuites. Oui, il demande au procureur d'ouvrir une enquête. Mais ce code, à ma connaissance, il est possible que je me trompe, ce code de justice militaire, il a été fait dans les années 70. Il n'y avait pas de vice-ministre de la Défense. Quelles sont les prérogatives du ministre de la Défense qu'on a présenté il y a un instant, selon un seul titre, comme chef d'état-major des armées? Le chef d'état-major des armées est vice-ministre. Sachant, encore une fois, que le ministre de la Défense, qui est en même temps président de la République, est incapable de prendre une décision. Le ministre ou le vice-ministre de la Défense peut-il avoir la prérogative d'ordonner des poursuites? Et sachant pertinemment aussi qu'il y a une lutte ouverte, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un autre général important, mais à la retraite, et il l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une interview publique, le général Hussein Ben Hadid. Merci, Brahim Younsi, obligé de vous interrompre. Je reviens à Sami
Dziri pour lui permettre de reprendre où il s'était arrêté tout à l'heure et nous expliquer un peu ce qui se passe. Oui, Jamaldine, j'aimerais bien répondre d'abord à M. Khalfaoui qui fait l'analogie avec la Blue Hit. On ne peut pas comparer l'incomparable, car la Blue Hit s'est faite dans un état de guerre, un état de guerre colonial, face à un ennemi féroce. Et donc, on n'est pas dans cet état. On n'est pas dans cet état. Et donc, le général Hassan est justiciable comme tant d'autres. Comme tant d'autres. Concernant moi, je reviens toujours à l'affaire Tigran-Turin, parce que c'est ça qui va sortir dans les prochains jours et vous allez voir que l'affaire Tigran-Turin est le point nodal de cette affaire de général Hassan. Parce que quand même, on va travailler par anticipation. Parce que si vous attendiez que les Britanniques et les Norvégiens, les Japonais vous attaquent avec des preuves, avec des images satellitaires, avec des choses, parce que eux ont les moyens, il vaut mieux que la justice algérienne fait son travail, qu'on la laisse faire son travail, elle ne doit pas être sous tutorat, ni de l'étranger, ni des puissances à l'intérieur, ni des lobbies, comme on voit maintenant les journalistes qui s'appellent Zahnoun, Salimat Lemsani, et ainsi de suite, qui défend à corps et à cri le général Hassan. Donc, pour moi, Jamaldine, on va voir, c'est l'affaire Tigran-Turin qui va revenir au-dessus, parce que cette affaire-là... Mais Sami Dziri, très franchement, je m'excuse de vous interrompre, mais je vais vous compter votre temps de parole. Sami Dziri, vous pensez vraiment que ces gens sont en train d'agir pour l'intérêt de l'Algérie parce qu'ils ont peur d'être attaqués à l'international par des puissances étrangères? Vous pensez que ça ne relève pas plutôt d'un règlement de compte entre eux, de croche-pied? Il y a des gens en Angleterre qui ont été entendus. Il y a des gens en Norvège aussi qui ont été entendus. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut qu'est-ce qu'elle veut, Salimat Lemsani? Qu'est-ce qu'elle veut, les Ahnoun? Ils ont senti un homme pour sacrifier un pays. Et vous pensez qu'il y avait, à part cette affaire de Tigran-Turin, cette histoire de complot qui circule, de cette histoire de cette bavure, entre guillemets, qui a eu lieu à Tizi Ouzou pour essayer de faire flamber la Kabylie, vous pensez que c'est possible, ça? C'est vraisemblable? C'est venu après l'arrestation du général Hassan. Bien sûr, il y a des éléments. Mais c'est après. Les tentatives qui viennent après, ce sont des soubresauts. Mais en restant sur la cause, si on veut faire un bon diagnostic objectif, déterminant, voir les causes, et après on va voir les effets. D'accord. Mais sinon, donc pour conclure, le mot de la fin vous revient. Écoutez, moi sincèrement, cette affaire, moi ce que je veux, c'est mon vœu sincère, c'est qu'on laisse la justice algérienne faire son travail. Il n'y a pas de gradé, c'est un citoyen algérien, il a le droit à la défense, mais il n'a pas l'immunité totale. Or, ce qu'on présente maintenant, c'est que, parce qu'on est habitué. Ce sont des gens qui sont élevés dans l'immunité totale, que ce soit de l'AFM, la DCGA, la DRS. Donc, c'est une culture qu'il faut changer. Les mentalités changent. Et il y a des gens dans l'armée algérienne, j'espère le savoir. Moi, je m'adresse aux forces vives de l'armée algérienne de prendre le soubresaut et puis de faire un soubresaut et puis prendre les choses en main. Parce que compte tenu du contexte international, régional et la baisse du prix de pétrole, les prochains mois, ça sera très difficile pour nous. Merci beaucoup, Sami Dziri. Avant de remercier nos invités et de vous quitter, je voudrais juste rappeler que El Magharibia et moi, à travers El Magharibia, dans mes émissions, nous ne nous attaquons jamais aux institutions du peuple algérien, dont l'armée, qui n'est pas une institution en soi, quoi qu'on l'appelle l'institution militaire, mais c'est un corps qui est censé représenter qui est censé défendre l'intégrité du pays par mille et une façons, qui est composé pour la plupart d'hommes d'honneur dont nous reconnaissons la valeur. Nous nous attaquons donc jamais aux institutions du pays, malheureusement, à ceux qui les ont squattés,
qui les ont détournés à leur seul profit et qui les utilisent pour tuer cette nation, ce malheureux pays qui est précipité dans le chaos si nous n'y prenons garde. Je voudrais donc remercier Sami Dziri, documentaliste, Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur à la retraite, Brahim, ex-officier supérieur, Brahim Younsi, président de l'UDM, Adlan Zinaï, avocat. Merci beaucoup. Salam alaikum. Khawala khair.